le 15 avril 1908. Dresde, royaume de Saxe. À l'intérieur de l'appartement au rez-de-chaussée, une bouilloire en cuivre bouillante ronronne doucement, et un arôme lourd et épais de torréfaction foncée flotte dans l'air. La lumière du matin peine à traverser les épais rideaux de tissu tombant sur la table de la cuisine, encombrée de passoires métalliques, de morceaux de lin et de grains de café épars. Au centre de ce laboratoire improvisé se trouve Amalia Augusta Melita Benz, une femme au foyer allemande de 35 ans. Elle verse avec concentration un liquide sombre, presque noir, dans une élégante tasse en porcelaine. Au fond de la tasse, un dépôt épais et peu ragoûtant de marque de café se dépose immédiatement. Melita porte la boisson à ses lèvres, prend une petite gorgée et grimace de mécontentement. Le café est encore incroyablement amer, et de fines particules craquent sous ses dents. Imaginez le monde du début du XXe siècle. Le café avait depuis longtemps cessé d'être un luxe exotique pour devenir un rituel matinal quotidien pour des millions de personnes dans toute l'Europe. La révolution industrielle exigeait de la vivacité et l'humanité était passée massivement de la bière du matin à la caféine. Dans l'Empire allemand, la tradition de se réunir autour d'une tasse de café avec des pâtisseries était devenue une partie intégrante de la culture. Cependant, le processus de préparation de cette boisson restait étonnamment primitif et imparfait. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les ingénieurs et les inventeurs ont tenté de trouver le moyen idéal d'infuser le café. En 1800, l'archevêque français Jean-Baptiste de Bellois a inventé la cafetière à filtre, composée de 2 sections séparées par un disque métallique perforé. Mais les trous dans le métal ou la céramique étaient trop grands. Pour éviter que le café ne tombe à travers, les grains devaient être moulus très grossièrement. En conséquence, l'eau passait trop rapidement à travers et la boisson résultait aqueuse, pâle et acide. Cependant, si l'on utilisait une mouture fine, telle que celle produite par les moulins manuels de l'époque, la fine poussière bouchait instantanément les trous des filtres en céramique et en métal. L'eau cessait de s'écouler et le processus d'infusion s'arrêtait. Pour résoudre ce problème, la plupart des familles, y compris la famille Benz, utilisaient les chaussettes à café, des sacs en lin ou en coton épais suspendus au-dessus de la cafetière. Le café moulu était versé à l'intérieur et l'eau chaude passait à travers. D'un point de vue mécanique, le tissu retenait les grains mieux que le métal perforé, mais d'un point de vue chimique et culinaire, cette méthode était une catastrophe. Pour comprendre à quoi Melita Benz s'attaquait exactement, il faut se pencher sur la chimie du grain de café. Le grain de café torréfié contient plus d'1 millier de composés chimiques différents. Lorsque l'eau chaude entre en contact avec le café moulu, le processus d'extraction commence. Les premiers à se dissoudre dans l'eau sont les acides fruités légers et les huiles aromatiques. Ce sont eux qui confèrent à la boisson ce goût complexe et riche. Cependant, si l'eau reste en contact avec le café trop longtemps, des composés lourds et amers commencent à être extraits, les tanins et les acides chlorogéniques. Les filtres en tissu du début du XXe siècle étaient de mauvais conducteurs. Les fils de lin gonflaient au contact de l'eau chaude. Les pores entre eux se resserraient et l'eau stagnait dans le sac. Il y avait une surextraction qui donnait au café un goût âpre, astringent et franchement amer. De plus, la fine poussière de café s'infiltrait toujours à travers le tissu et continuait à infuser directement dans la tasse, libérant de l'amertume à chaque minute. Mais il y avait un autre problème, bien plus désagréable, l'hygiène. Le café contient une grande quantité d'huile et de lipides naturels. Pendant l'infusion, ces huiles s'incrustaient profondément dans les fibres du sac en lin. Après chaque utilisation, Melita devait retourner ce sac à l'envers, secouer le marque-chaud, puis laver le tissu longuement et péniblement avec du savon et le faire bouillir. Même après un lavage minutieux, les fibres du tissu conservaient pas des particules microscopiques d'huile de café. Au contact de l'oxygène, ces huiles s'oxydaient rapidement et devenaient rances. Par conséquent, chaque nouveau café préparé acquérait inévitablement le goût rassis et acidulé de vieille graisse gâtée.
Parfois, ce bouquet était également mêlé au goût du savon alcalin de ménage que Melita utilisait pour tenter de détacher les taches incrustées. Pour Melita, une femme pratique et soucieuse du détail, c'était insupportable. Son mari, Hugo Benz, travaillait comme directeur dans un grand magasin local et appréciait beaucoup un bon café avant de commencer sa longue journée de travail. Leurs deux fils, Willy et Horst, demandaient également de l'attention. Et Melita n'avait tout simplement pas le temps de faire bouillir longuement des filtres en tissu chaque matin pour, au final, obtenir une tasse de liquide trouble et amer. Melita n'était ni ingénieure ni chimiste. Elle n'avait pas de diplômes universitaires techniques dont les portes au début du XXe siècle étaient en grande partie fermées aux femmes. Mais elle avait un esprit analytique vif, une ténacité incroyable et une compréhension intuitive de la méthode scientifique. Observation, hypothèse, expérimentation, analyse des résultats. Sa cuisine s'est transformée en laboratoire d'essai. Pendant plusieurs semaines, elle a testé méthodiquement différents matériaux. Elle a essayé d'utiliser du coton plus fin en le pliant en plusieurs couches. Elle a expérimenté avec de la soie et de la gaze. Elle a commandé différents types de passoires métalliques. Chaque jour, elle se tenait devant la cuisinière, versant de l'eau bouillante dans une autre construction. Et à chaque fois, le résultat la décevait. Si le tissu était trop lâche, l'eau le traversait en quelques secondes. Une sous-extraction donnait une eau acide et vide, et le sable grinçait toujours au fond de la tasse. Si le tissu était trop dense, l'eau stagnait dans le filtre pendant 10 minutes, et les tanins transformaient la boisson en un poison amer. Melita commença à saisir l'essence même du problème physique. Le tissu, en tant que matériau, était catégoriquement inadapté à une extraction de café idéale. Le textile est composé de fils entrelacés qui se déforment, s'étirent et gonflent inévitablement. L'espacement entre les fils n'est jamais uniforme. Il lui fallait un matériau doté d'une structure poreuse microscopique, absolument régulière. Un matériau qui laisserait passer le liquide à une vitesse constante et contrôlée, tout en étant suffisamment dense pour retenir même la poussière de café la plus invisible à l'œil nu. De plus, ce matériau devait être à usage unique. C'était la seule façon de se débarrasser une fois pour toutes du problème des huiles rances et des lavages de plusieurs heures. Chaque nouveau jour devait commencer avec un filtre absolument propre et neutre. Mais où trouver un tel matériau en 1908 ? La culture du jetable n'existait pas encore. Les objets étaient gîtes fessés pour durer des décennies. On les réparait, on les rapiéçait et on les transmettait de génération en génération. L'idée d'utiliser quelque chose une seule fois pour le jeter immédiatement semblait extravagante et étrange pour une ménagère allemande économe. Un jour d'avril, après une autre tentative infructueuse de faire du café à travers un morceau de tissu neuf, Melita s'effondra épuisée sur une chaise dans le salon. Sur la table devant elle se trouvaient les fournitures scolaires de son fils aîné, Willy. Le garçon faisait ses devoirs, utilisant une plume et de l'encre. Pour éviter que l'encre ne bave sur le cahier, Willy utilisait un papier spécial qui absorbait instantanément l'excès d'humidité. Melita regarda la feuille épaisse et légèrement rugueuse de papier buvard posée dans le cahier d'écolier. À cet instant, une idée commença à germer dans son esprit, une idée qui allait changer à jamais l'histoire mondiale du café. Melita Benz prit délicatement une feuille de papier buvard dans le cahier de son fils Willy. Au toucher, le papier était épais, mais pas rigide, avec une texture lâche et poreuse. Au début du XXe siècle, un tel papier, connu sous le nom de Kleckspapier, était un accessoire indispensable pour tout écolier ou employé de bureau travaillant avec des plumes. Il était fabriqué sans ajout de colle ni de couchage brillant, sa tâche principale étant d'absorber instantanément l'excès d'humidité grâce à sa haute teneur en longues fibres de cellulose. Imaginez ce moment. Melita se tient dans sa cuisine, tenant une feuille de papier d'écolier ordinaire et regardant sa cafetière en cuivre. Une hypothèse se forme dans son esprit. Si ce papier peut absorber l'encre instantanément et uniformément, laissant le pigment à la surface,
Peut-être pourrait-il laisser passer l'eau tout en retenant les particules solides du café? Elle commence immédiatement l'expérience. Pour commencer, elle avait besoin d'une base solide qui tienne le papier et l'empêche de se déchirer sous le poids de l'eau et du marc de café. Mélita prit une vieille tasse en laiton qui prenait la poussière depuis longtemps dans le buffet. Armée d'un marteau et d'un gros clou, elle perça avec force plusieurs trous au fond de la tasse en laiton. Le métal céda avec un bruit sourd caractéristique. Les bords des trous étaient déchiquetés et tranchants, mais cela n'avait pas d'importance pour ses objectifs. Ensuite, elle découpa dans le cahier d'école de Willy un morceau rond de papier buvard, de la taille du fond d'une tasse en laiton. Elle plaça soigneusement le disque de papier sur le fond percé de clous, s'assurant qu'il épousait bien les bords. La prochaine étape fut décisive. Mélita moulut les grains, pas trop grossièrement, mais pas en poudre non plus. Elle versa le café fraîchement moulu sur le disque de papier dans une tasse en laiton. Ayant placé sa construction artisanale sur une cafetière vide, elle prit la bouilloire remplie d'eau bouillante. L'eau devait être à la bonne température. Mélita savait par expérience que l'eau bouillante brûlait le café, libérant une amertume âcre. Elle attendit 1 minute après l'ébullition pour que la température de l'eau descende à environ 93 degrés Celsius. C'est la température considérée aujourd'hui comme optimale pour l'extraction. Elle commença lentement, versant l'eau en mouvement circulaire sur le marc de café. L'eau toucha le café et la pièce fut instantanément remplie d'un arôme riche et intense. Mélita retint son souffle et regarda le fond de la tasse en laiton. Le papier s'est immédiatement assombri, absorbant l'eau. Mais contrairement au tissu de lin, les fibres de cellulose n'ont pas gonflé et n'ont pas bloqué le flux. À travers les trous percés par le clou dans le fond en laiton, les premières gouttes sont apparues. Elles étaient d'une couleur ambre foncée, absolument transparente, sans le moindre soupçon de trouble ou de sédiment. Les gouttes ont commencé à tomber dans la cafetière à une vitesse régulière et parfaite, pas trop rapide pour que l'eau ait le temps de capter le goût des grains, et pas trop lente pour éviter la surextraction des tanins. Quand toute l'eau fut passée à travers le filtre, Mélita retira la coupelle en laiton. Sur le disque de papier reposait une couche uniforme et humide de marc de café. Le papier avait retenu chaque particule microscopique. Aucune particule ne s'était infiltrée dans la boisson préparée. Mélita versa le café dans une tasse. Le liquide était d'un brun rubis, clair à la lumière. Elle prit une gorgée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'y avait pas de sable grinçant entre ses dents dans la tasse. Il n'y avait pas d'amertume âcre. Il n'y avait pas de goût de savon ou de graisse rance provenant du vieux tissu. Le café était doux, parfumé, avec un goût pur et complexe, dans lequel on pouvait sentir ces légères notes fruitées qui étaient habituellement masquées par une amertume pesante. Mais la plus grande révélation fut le processus de nettoyage. Au lieu d'aller à l'évier, de retourner le sachet chaud, de salir ses mains dans le marc et de laver longuement le tissu avec du savon, Mélita a simplement pris le disque de papier par les bords et l'a jeté avec le marc de café usagé dans la poubelle. La tasse en laiton n'avait qu'à être rincée à l'eau. Cela a pris exactement 2 secondes. Ce fut un triomphe, une percée scientifique et domestique réalisée dans une cuisine ordinaire. Au cours des semaines suivantes, Mélita a infusé le café de nouvelles manières chaque jour. Elle invitait ses amies, d'autres femmes au foyer de Dresde fatiguées de laver les chaussettes à café, à des thés de l'après-midi. Quand elle leur servait son café pur et incroyablement savoureux, elles étaient ravies. Mais quand Mélita leur montrait le processus de nettoyage, jetant simplement le papier à la poubelle, leur ravissement se transformait en stupeur. Ses amis la suppliaient de leur fabriquer les mêmes appareils. Hugo Benz, le mari de Mélita, a rapidement saisi le potentiel commercial de l'invention de sa femme. C'était un homme d'affaires avisé, et il comprenait que si cette idée simple résolvait un problème chez eux et chez leurs amis, elle pouvait résoudre ce problème pour des millions de personnes dans tout l'Empire allemand. En juin 1908, Mélita et Hugo commencèrent les préparatifs pour l'enregistrement officiel de leur invention. Au début du XXe siècle, le processus d'obtention d'un brevet auprès de l'Office impérial des brevets à Berlin était rigoureux
et bureaucratiquement complexe. Il fallait fournir des dessins précis, décrire le principe technique de fonctionnement et prouver la nouveauté de l'invention. Le 20 juin 1908, Melita Benz a déposé une demande d'enregistrement de modèle d'utilité. Le document était intitulé de manière très sèche et fonctionnelle. Filtre à café avec fond bombé et cavité pour le papier filtre. La demande décrivait le processus de placement d'un cercle de papier jetable sur le fond métallique perforé d'un réservoir spécial. Le 8 juillet 1908, l'Office impérial des brevets de Berlin délivra officiellement à Melita Benz le brevet numéro 34 288. Le certificat d'enregistrement du modèle d'utilité fut publié dans le Bulletin des brevets. Cette journée devint le jour officiel de naissance du filtre à café en papier. Obtenir le brevet n'était que la moitié du travail. Il fallait maintenant transformer une tasse en laiton artisanal percée de trous de clous en un produit de masse. La famille Benz ne possédait ni usine, ni investisseurs, ni capital de départ important. Tout ce qu'ils avaient, c'était un capital initial de 73 Pfennig, un immense enthousiasme et un appartement à Dresde, rue Liebigstrasse. Ils ont décidé de commencer la production directement chez eux. L'appartement s'est transformé en manufacture. Comme réservoir de filtration, ils ont commandé à un ferblantier local un lot de gobelets métalliques ronds avec des trous au fond. C'étaient les premiers prototypes de ce que les baristas du monde entier appellent aujourd'hui le pour-over. Mais le principal problème restait le papier. Les buvards scolaires du cahier de Willy étaient bons pour les expériences, mais ils ne convenaient pas à la production de masse. Le papier devait être de qualité alimentaire, ne pas contenir de produits chimiques nocifs, avoir une épaisseur et une porosité précises. Hugo et Melita trouvèrent une papeterie qui accepta de leur fournir des feuilles de papier poreux spéciales découpées en carrés. En décembre 1908, la famille fonda la société Monsieur Benz. L'ensemble du personnel se composait de Melita elle-même, de son mari Hugo et de leurs fils Willy et Horst. Pendant leur temps libre, les garçons s'occupaient des livraisons. Ils chargeaient un chariot à main de boîtes de filtres et de papier et les livraient dans les magasins de Dresde. La femme du ferblantier chez qui ils commandaient les boîtiers métalliques les aidait à emballer les kits finis dans des boîtes en carton. Cependant, il était incroyablement difficile de convaincre les commerçants conservateurs de prendre en consignation un produit nouveau et inconnu de tous. Les propriétaires de magasins regardèrent avec suspicion les tasses en métal et les piles de papier étranges. Pourquoi nos clientes achèteraient-elles du papier pour le jeter ensuite, alors qu'elles ont des sacs en lin fiable ? Demandait-il. L'idée d'un produit consommable jetable pour la préparation des aliments était trop révolutionnaire. Melita comprenait que pour vendre son filtre, elle devait non pas en parler, mais le montrer en action. Il fallait qu'elle fasse goûter ce café aux gens, et elle a développé une stratégie marketing géniale basée sur des démonstrations en direct. Printemps de l'année 1909, Leipzig, Allemagne. Sur le plus grand marché d'Europe, le chaos et un bruit incroyable règnent. L'air est imprégné d'odeurs d'huile de machine, de fumier de cheval, de charbon et de pâtisseries fraîches. Dans des halls gigantesques éclairés par des becs à gaz et de rares lampes électriques, se pressent les grossistes, les propriétaires de magasins, les inventeurs et les investisseurs. On y vend de tout, des métiers à tisser, à vapeur, aux aiguilles à coudre. La foire de Leipzig était l'événement économique majeur de l'Empire allemand. Pour le petit entrepreneur, c'était l'occasion soit de trouver des acheteurs en gros pour tout le pays, soit de faire définitivement faillite. Dans l'un des allées du rayon article ménager se trouve un minuscule présentoir. Derrière, entouré de montagnes de boîtes en carton, de boîtes métalliques et de paquets de papier poreux carrés, se tient Melita Benz. À ses côtés se trouve son mari, Hugo. Ils n'ont pas d'argent pour une belle publicité, des vitrines luxueuses ou des crieurs engagés. Tout ce qu'ils ont, c'est une bouilloire en cuivre bouillant sur un réchaud à alcool, du café fraîchement moulu et une pile de tasses blanches en porcelaine. Melita savait que les mots ne suffiraient pas à convaincre les grossistes d'acheter du papier jetable. Il fallait faire appel aux émotions.
elle a développé ce que les spécialistes du marketing appelleraient aujourd'hui une présentation de produits en direct. Imaginez cette scène. Des marchands fatigués passent devant le stand. Melita ne crie pas de slogan. Au lieu de cela, elle prend délicatement un gobelet en métal à fond perforé, y dépose une feuille carrée de son papier, y verse du café moulu, sombre et parfumé, et commence à le mouiller lentement avec de l'eau chaude d'une bouilloire en mouvement circulaire. L'arôme riche et profond du café se répand instantanément autour du stand, coupant à travers les odeurs de la foire. Les gens s'arrêtent. Melita leur tend avec un sourire une tasse d'une boisson rubis brun absolument transparente. Les marchands la goûtent et restent figés. Le goût est pur, sans marque râpeux entre les dents, sans amertume âcre. Mais le principal tour de Melita, elle le garde pour la fin. Quand la tasse est vide, elle prend le filtre métallique, soulève élégamment les bords du papier humide avec le marc de café usagé et jette simplement le tout dans la poubelle. Le réservoir métallique reste absolument propre. Pas de lavage, pas d'ébullition, pas de graisse rance, disait-elle. Pour les propriétaires de cafés, de restaurants et les grossistes en articles ménagers, ce fut une révolution. Hygiène, rapidité et goût parfait dans un appareil simple. En 3 jours, lors de la foire de Leipzig, Melita et Hugo ont vendu plus de 1200 de leurs premiers kits de filtration de café. Ce fut un succès colossal pour une entreprise qui n'avait débuté que 6 mois plus tôt avec une tasse en laiton percée d'un clou et un cahier d'écolier. Le retour de la famille Benz à Dresde après la foire marqua le début de la croissance rapide de leur entreprise. L'appartement de la Liebigstrasse ne pouvait plus contenir les volumes de production. Les cartons de filtres remplissaient tout l'espace de vie. Le salon, les couloirs et même la chambre des enfants de Willy et Horst. En 1910, l'entreprise Monsieur Benz enregistra son premier logo et commença à embaucher des employés externes. Bientôt, ils déménagèrent dans des locaux plus spacieux à Dresde, se transformant en une véritable fabrique. Melita Benz s'est révélée non seulement comme une inventrice, mais aussi comme une organisatrice de production exceptionnelle aux vues incroyablement progressistes pour son époque. Au début du XXe siècle, les conditions d'usine en Allemagne étaient rudes. 12 heures de travail par jour, absence de congés payés, bas salaire, surtout pour les femmes. Melita, elle-même mère et femme au foyer, comprenait parfaitement la dureté du travail de ses employés. Elle a introduit des garanties sociales sans précédent dans son entreprise. En 1914, avant même le début de la Première Guerre mondiale, la société Benz a réduit la semaine de travail à 5 jours, une pratique inouïe pour l'industrie allemande. Les employés bénéficiaient d'un congé payé obligatoire de 15 jours. À la fin de l'année, l'entreprise versait des primes de Noël à ses employés, prélevées sur les bénéfices de l'entreprise. Melita a créé une caisse d'entraide pour les ouvriers, une caisse d'assistance, à partir de laquelle des allocations étaient à verser à ceux qui tombaient malades ou se trouvaient dans une situation difficile. Mais la croissance idyllique de l'entreprise fut interrompue par une catastrophe qui frappa toute l'Europe. Le 1er août 1914, l'Empire allemand entra dans la Première Guerre mondiale. La guerre a tout changé instantanément. Hugo Benz, le mari de Melita, et son frère aîné furent mobilisés au front. Les fils Willy et Horst partirent bientôt eux aussi pour l'armée. Melita se retrouva seule à la tête de l'entreprise dans un contexte de crise économique effroyable. La production de filtres à café s'est pratiquement arrêtée. L'importation de grains de café en Allemagne a cessé en raison du blocus naval britannique. Les gens se sont tournés vers des substituts, le soi-disant café ersatz, fabriqué à partir de glands, d'orge torréfiée et de racines de chicorée. Cette boisson ne nécessitait pas de filtration fine, et les filtres eux-mêmes sont devenus un article de luxe. De plus, le gouvernement impérial a imposé des quotas stricts sur l'utilisation du papier, confisquant toutes les réserves de cellulose disponibles pour les besoins militaires et la production de munitions.
Le métal utilisé pour fabriquer les corps des filtres a également été réquisitionné pour les besoins du front. Pour sauver son entreprise de la faillite totale et nourrir les employés restants, Melita a dû faire preuve de miracles de survie. L'usine de Dresde a été reconvertie. Au lieu de filtres à café en papier, Melita a commencé à produire des boîtes en carton et des emballages pour les besoins militaires. Lorsque l'approvisionnement en matières premières est devenu très difficile, elle a organisé la production de petits articles ménagers sur les terrains vacants de l'usine. Melita travaillait personnellement 14 heures par jour, gérant les comptes, achetant les restes de matériaux sur le marché noir et essayant de maintenir l'entreprise à flot. En novembre 1918, la guerre se termina par la défaite de l'Allemagne. Le pays était en ruine. Hugo Benz revint vivant du front, mais l'économie de la République de Weimar était en chute libre. En 1923, l'hyperinflation éclata. Les prix changeaient plusieurs fois par jour. Une miche de pain coûtait des millions, puis des milliards de marks. Malgré ces conditions monstrueuses, dès que le blocus fut levé et que de véritables grains de café recommencèrent à arriver dans les ports de Hambourg et de Brême, la demande pour les filtres Melita se rétablit instantanément. Les gens, fatigués du café de substitution et des privations de la guerre, voulaient retrouver dans leur vie les petits plaisirs, une tasse d'une boisson bonne et pure. Mais Melita et Hugo comprenaient que leur invention initiale, un filtre rond et plat en papier, placé au fond d'une tasse en métal, n'était pas parfaite. L'eau dans le filtre plat trouvait souvent un chemin rapide le long des bords, là où le papier n'adhérait pas bien aux parois, ce qui entraînait une extraction inégale. Le marc de café s'étalait sur une grande surface, refroidissait rapidement, et une partie de la boisson perdait son arôme. En 1925, en pleine période de reconstruction d'après-guerre, les ingénieurs de la société Benz ont entamé un travail de recherche à grande échelle visant à améliorer la forme géométrique du filtre. Ils souhaitaient créer une forme qui forcerait l'eau à traverser uniformément tout le volume du marc de café en se rassemblant en un seul point. C'est ainsi qu'est née la conception que nous utilisons encore aujourd'hui. Automne 1936. La ville de Minden, Allemagne. À l'intérieur d'un bureau d'études spacieux de la nouvelle usine de la société Melita, qui avait déménagé de Dresde 7 ans auparavant, le travail bat son plein sur un projet qui fixera à jamais les normes de préparation du café. Les ingénieurs embauchés par Hugo et Willy Benz sont penchés sur des dessins techniques sur du papier calque épais. Des prototypes en aluminium, en céramique et en fer blanc sont étalés sur les tables. Des piles de papier de différentes formes et densités sont posées à proximité. 18 ans s'étaient écoulés depuis la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque, Melita Benz avait confié la gestion quotidienne de l'entreprise à ses fils, Willy et Horst, qui avaient transformé la modeste manufacture familiale en une puissante entreprise industrielle. Mais l'esprit de Melita, sa quête incessante de perfection, continuait de guider le développement. Le principal problème des anciens filtres, inventés en 1908, résidait dans leur forme plate. L'eau dans un filtre cylindrique plat était répartie de manière inégale, s'infiltrant souvent sur les bords de la tasse métallique, contournant le marc de café. Les ingénieurs de la société recherchaient une forme qui permettrait à l'eau de traverser chaque particule de café à la même vitesse et à la même température. La solution est venue de la géométrie. Ils ont conçu un filtre en forme de cône inversé à fond plat, se rétrécissant vers le bas selon un angle défini. Cette forme, qui a par la suite reçu le nom mondialement célèbre de 1/4, faisait s'accumuler l'eau au centre, créant une épaisse couche de marc de café. L'eau, sous l'effet de la gravité, extrayait uniformément les huiles et les acides, s'accumulant dans un étroit sillon au fond et s'écoulant par un seul petit trou. Ce nouveau corps conique nécessitait un papier entièrement nouveau. Les ingénieurs ont développé une forme de papier filtre qui devait être plié le long de 2 coutures pour s'adapter parfaitement à l'intérieur du cône. C'était une solution brillante qui éliminait tous les plis et les espaces. En 1937,
la société Melita a breveté cette forme conique de filtre et le papier correspondant. Ce fut un triomphe de l'ergonomie et de la physique des fluides. Le nouveau pour-over conique, fabriqué d'abord en aluminium et en fer blanc, puis en céramique à parois épaisses capables de conserver la chaleur pendant tout le processus d'infusion, est devenu un succès commercial en Allemagne et au-delà. Imaginez les campagnes publicitaires de l'époque. En 1938, des affiches colorées sont apparues dans les rues de Berlin, Munich et Hambourg. Elles représentaient une femme moderne et élégante préparant du café à travers un élégant entonnoir conique en céramique Melita avec un logo rouge et vert. La marque Melita est devenue synonyme non seulement de commodité, mais aussi de statut élevé, d'hygiène et du pur plaisir de la boisson. Les fils de Melita se sont avérés être des spécialistes du marketing de génie. Ils ont emballé la marque dans les couleurs emblématiques rouges et vertes que nous connaissons encore aujourd'hui. Ils ont lancé une campagne publicitaire agressive au cinéma, une nouveauté pour l'industrie allemande de l'époque, en sponsorisant des courts-métrages qui étaient projetés avant les séances principales dans les cinémas. Ces spots montraient comment le filtre conique éliminait instantanément les tourments des sacs en lin. Mais l'histoire du XXe siècle s'est à nouveau immiscée dans le destin de la compagnie Benz. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a attaqué la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Et encore une fois, comme il y a 25 ans, la production de biens civils fut arrêtée. En 1940, le gouvernement nazi confisqua les usines Melita à Minden. La production de filtres à café fut interdite, le papier fut déclaré matière première stratégique, et les ateliers de céramique et de métallurgie furent réorientés vers la production d'armements, des pièces de munitions aux ceintures militaires. Horst et Willy Benz furent contraints de se soumettre aux lois de temps de guerre. L'usine de Minden fut gravement endommagée lors des raids aériens des Alliés. Au printemps 1945, lorsque les troupes britanniques et américaines entrèrent en Allemagne, l'entreprise était en ruine. Les bâtiments avaient été détruits par les bombardements, le matériel détruit ou confisqué par les autorités d'occupation en guise de réparation. Il n'y avait pas de matière première. Le pays avait faim et il ne pouvait être question de vrai café. Les gens buvaient à nouveau de l'eau bouillie avec de l'orge grillée. Le 29e juin 1950, Melita Benz, fondatrice de l'entreprise et inventrice du premier filtre à café en papier jetable au monde, est décédée à l'âge de 77 ans à Porta Westfalica. Elle n'a pas vu le plein renouveau de sa création ni la révolution mondiale du café qui s'est produite dans les décennies suivantes. Mais l'héritage de Melita s'est avéré plus fort que les guerres destructrices. Ses fils, Willy et Horst, au début des années 1950, ont commencé à reconstruire la production littéralement à partir de cendres. Le miracle économique de l'Allemagne de l'Ouest, le soi-disant Wirtschaftswunder, a insufflé une nouvelle vie à l'entreprise. Avec l'abolition du système de rationnement et la reprise des livraisons de café en Europe, la demande pour les filtres Melita s'est envolée. En 1962, les ingénieurs de la société ont franchi une autre étape révolutionnaire qui a changé à jamais le rituel matinal de millions de familles dans le monde entier. Ils ont combiné la célèbre forme conique du filtre Melita avec un élément chauffant électrique et un réservoir d'eau. C'est ainsi qu'a été brevetée la première cafetière filtre électrique au monde pour un usage domestique, la légendaire Melita MA120. Cette machine a automatisé un processus que Melita réalisait autrefois à la main avec une bouilloire en cuivre et une tasse en laiton perforée. Il suffisait désormais de mettre le café dans un filtre en papier, de verser de l'eau froide dans le réservoir, d'appuyer sur un bouton et de s'éloigner. L'eau chauffait à 93 degrés parfaits, tombait goutte à goutte au centre du filtre conique, extrayait uniformément le café et s'écoulait dans une carafe en verre sur un socle chauffant. Le café était parfait à chaque fois. La cafetière filtre est devenue un symbole de la culture américaine et européenne de la seconde moitié du XXe siècle.
le café filtre, connu aux États-Unis sous le nom de drip coffee ou batch brew, a conquis les bureaux, les cafétérias routières, les hôpitaux et les cuisines domestiques de New York à Tokyo. Tout ce marché mondial colossal de plusieurs milliards de dollars est né d'une seule idée: utiliser du papier jetable pour séparer le marc du liquide. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans un café branché de la troisième vague, vous voyez un barista qui, à l'aide d'une balance de précision et d'un thermomètre, prépare du café dans un entonnoir, en céramique ou en plastique, utilisant un filtre en papier fin, blanc ou non blanchi, en forme de cône. Cette méthode, connue sous le nom de pour-over, est considérée comme le summum de l'art du café, permettant de révéler les notes les plus subtiles, florales et fruitées des grains de café de spécialité coûteux. Mais si vous regardez de plus près ce processus, vous comprendrez qu'il s'agit absolument de la même technologie que celle que Melita Benz a démontrée à ses amis à Dresde il y a plus de 100 ans. Le même principe de distribution uniforme de l'eau, le même principe d'absorption instantanée et de rétention de la poussière de café, le même principe d'extraction pure et transparente, sans amertume ni résidus de vieilles huiles. Amalia Augusta, Melita Benz, n'était pas ingénieure. Elle n'était pas chimiste. Elle était simplement une femme fatiguée du café amer et trouble et du lavage sans fin de chiffon sale. Son irritation, multipliée par sa persévérance, son bon sens et son sens de l'observation, a changé à jamais la culture mondiale de la consommation de l'une des boissons les plus populaires de la planète. Et chaque fois que nous savourons un café filtre pur, clair et incroyablement aromatique, nous rendons inconsciemment hommage à cette cuisine de Dresde, à la tasse en laiton percée d'un clou et au cahier d'écolier avec du papier buvard.